Quand on commence l'écriture, c'est à la fois merveilleux parce qu'on découvre quelque chose de nouveau et à la fois désespérant parce qu'on veut tout de suite avoir l'air d'un écrivain expérimenté. On se rend bien compte qu'on fait des erreurs de débutant et celles qu'on ne voit pas dans nos manuscrits, ce sont les autres qui nous les font remarquer. Depuis que je me suis lancée en tant que bêta-lectrice professionnelle, j'ai lu près de 200 manuscrits d'auteurs débutants et voici 7 erreurs qui me montrent qu'un auteur a commencé l'écriture depuis peu. Juste avant qu'on commence, je vous présente mon livret Écrire son premier roman, ma toute nouvelle publication pour aider les écrivains à écrire leurs livres. Je proposais déjà mon livret de world building pour enrichir l'univers de son roman de fantasy ou science-fiction, mais là je me suis attaquée à un plus gros morceau. Dans ce nouveau livret, vous avez toutes les étapes pour écrire votre livre, que ce soit pour développer ses personnages ou construire son intrigue. Tout est expliqué, saupoudré de théories, d'exemples modernes. Vous allez retrouver mes conseils d'écriture dedans, mais aussi ceux d'écrivains célèbres. Et à la fin, vous avez même plusieurs pages d'exercices pour améliorer votre style et apprendre à construire une scène efficace. Il est actuellement en précommande jusqu'au 7 juillet, alors ne tardez pas, tous les détails sont sur writership.fr, ce sera le lien en description de la vidéo. La première erreur, ça va être de ne pas penser à l'ambiance de son histoire et au ton qu'on souhaite développer autour. Toutes les histoires que vous trouvez en librairie ont une ambiance particulière qui a été travaillée tout au long du livre. Ça passe par le choix des scènes, des péripéties, mais aussi des mots qui vont être employés par la narration. Il m'est arrivé de lire des manuscrits de dark fantasy où certes il y avait des scènes de combat assez gore avec plein de détails sanglants, mais le chapitre suivant on retrouvait une protagoniste qui vivait dans un château. Une histoire semblable à un Disney. Les personnages qu'elle rencontrait, qui étaient décrits comme assez durs, étaient de vrais bisounours avec elle. L'enseignement qu'on lui prodiguait, qui avait été annoncé comme exigeant, ressemblait à une promenade de santé. Bref, l'essence du livre avait été complètement oubliée. Lorsque vous songez à votre livre, il y a forcément des mots qui vont vous venir pour décrire son ambiance. Froide ou au contraire chaleureuse, pessimiste ou optimiste, lourde ou légère, sombre ou lumineuse. Bref, vous voyez. Et même si dans un roman hyper optimiste avec une ambiance légère, on va retrouver des scènes tristes, elles ne sont pas traitées de la même manière que dans un roman avec une ambiance générale beaucoup plus pesante, voire cynique. Tout est une question de cohérence dans ses choix et dans l'expérience qu'on veut fournir au lecteur. Deuxième erreur, oubliez le conflit interne du personnage. Je suis sûre que vous avez déjà songé à plein de péripéties pour votre roman, qu'au niveau des conflits externes vous avez de quoi faire, mais le conflit interne alors? Je le rappelle, les conflits externes vont développer votre intrigue, mais c'est le conflit interne qui va développer votre personnage. Le conflit interne, c'est ce qui va faire que le héros va se battre contre lui-même. Ça peut être un mensonge qu'il se raconte, une faiblesse qu'il a imprimée en lui, un fantôme du passé qui le hante, et ça va l'empêcher d'avancer comme il le souhaite dans l'intrigue. Certaines péripéties vont lui rappeler ce conflit interne, viser en plein dessus pour lui faire mal, mais après les avoir surmontés, son conflit interne se résoudra petit à petit. Si vous avez l'impression que votre héros sonne creux, que vos premiers lecteurs vous ont dit « j'aime bien le héros, mais je sais pas, il m'a manqué un truc pour qu'il m'accroche vraiment », c'est peut-être que vous avez trop mis de côté ce conflit interne justement. Qu'est-ce que votre héros va devoir dépasser à l'intérieur de lui-même pour compléter l'intrigue? Et quelles vont être les péripéties qui vont lui permettre d'évoluer à ce niveau-là? Et ça va être mon troisième point. Pensez à développer des scènes qui font évoluer notre personnage dans un sens comme dans l'autre. Vous avez pensé à des péripéties? Super. Mais quel est l'impact des péripéties sur votre personnage? Et quand je parle d'impact, je ne parle pas de mon personnage va être triste suite à ce qui s'est passé. Je parle de mon personnage va entamer une réflexion interne à propos de ce qui s'est passé, ses convictions ont été ébranlées, ce qu'il pensait à propos de lui a été questionné. En gros, ce qui vient de se passer va participer à son évolution. Ça a titillé quelque chose chez notre personnage sur le long terme, à l'échelle du roman, et non pas seulement à l'instant T où oui, il a été triste. J'ai lu dans The Story Grid que le personnage va traverser en moyenne 4 phases d'évolution à travers l'histoire, en passant d'un état A à un état B. Et pour que ces 4 phases d'évolution aient lieu, il faut des péripéties pour les enclencher. Si vous voulez en savoir plus sur The Story Grid, qui est un ouvrage excellent de narratologie, j'en parle davantage dans le crash test des romans, et je l'ai intégré au livret Écrire son premier roman, dont j'ai parlé au début de la vidéo. Mon quatrième point va concerner les personnages secondaires, qui mettent trop longtemps à nous marquer s'ils le font à un moment dans le livre. C'est-à-dire que soit on s'intéresse à eux au bout de 200 pages, soit c'est jamais. Pourquoi? Parce que leur introduction a été ratée, qu'ils n'ont pas imprimé notre esprit, que quand on les retrouve ensuite, on sait même plus qui c'est, et qu'après on peine à s'intéresser à eux. Ce n'est pas une mauvaise chose qu'un personnage secondaire nous surprenne à la page 200, qu'il se révèle d'une manière ou d'une autre. Mais si on passe son temps à l'oublier, à le confondre, à penser qu'il est transparent, il produira jamais le moindre impact sur nous, ou en tout cas il sera bien plus faible que celui imaginé par l'auteur. Je pense que c'est bien rentré dans la tête de tout le monde que les personnages secondaires doivent avoir une utilité, qu'il faut avancer l'intrigue ou partir
participe à des étapes clés du développement du personnage. Mais le personnage secondaire a sa propre existence, et il est plus qu'une construction utile pour notre héros. Il n'est pas question de s'embarquer dans l'histoire de sa vie, de créer forcément une intrigue secondaire autour de lui, mais juste en pensant à 3 points, on peut tout de suite le caractériser davantage et le rendre plus impactant. Déjà, donnez-lui une activité quand on le voit la première fois. Une activité qui fait sens pour lui. Il répare une voiture parce qu'il est mécano, par exemple. Ensuite, il va parler pour la première fois, et ça va être un indicateur subtil de qui il est. Il ne va pas dire « Hey, salut, comment ça va ?» Non, tout le monde pourrait le dire. Il va par exemple dire au héros « Ça fait longtemps que j'avais pas vu ta sale tronche ». En quelques mots, on voit son niveau de langage, son niveau de proximité avec le héros, son caractère brut de décoffrage aussi. Et pour finir, pour être bien sûr qu'on le verrouille dans la tête de notre lecteur, on lui donne une caractéristique physique. Mais ça peut être aussi dans son comportement, qui va porter son identité en quelque sorte. Imaginons notre mécano boite. On le voit pendant qu'il répare la voiture. À travers son jean troué, on voit la prothèse qu'on lui a greffée alors qu'il a été blessé à la guerre. Dans le reste du livre, on va apprendre d'autres choses sur ce personnage. Des choses qui vont nuancer notre première approche. Son goût pour la poésie russe, peut-être son attachement à ses petits-enfants. Mais dès notre première rencontre, avec ce personnage, il sera bien identifié dans la tête du lecteur grâce à son activité, son dialogue et cette première caractéristique qu'on aura donnée sur lui. On va revenir sur le personnage principal pour notre cinquième point. Ne pas miser sur de vrais défauts pour notre personnage. Non, ne quittez pas cette vidéo. Je sais que vous savez qu'il faut donner de vrais défauts aux héros, ça a été rabâché. Les personnages trop parfaits ennuient les lecteurs, ils peinent à s'identifier, donc les auteurs donnent des défauts et des vrais défauts comme le manque de confiance en soi, la peur de l'inconnu, l'égoïsme, la tendance à la manipulation. Top, c'est top. Mais quand est-ce que vous vous êtes servi de ce défaut dans l'intrigue? À quel moment vous avez prouvé au lecteur que le personnage était vraiment bloqué par ce défaut et que c'était vraiment un challenge à dépasser? On est écrivain, et bien souvent on est timide. On manque de confiance en nous, ce qui fait qu'on n'ose pas faire lire nos textes. Le paradoxe, c'est que si on veut partager nos histoires, trouver un éditeur, signer ce gros contrat cinématographique qui va propulser notre saga sur grand écran, il va falloir dépasser cette timidité, ce manque de confiance. Si on écrivait une histoire sur nous, à chaque fois qu'une opportunité pour notre livre se présenterait, on serait en train d'hésiter, à nous dire que non, on est trop mauvais, on refuserait même, et plein d'autres péripéties découleraient de ces défauts. Les faiblesses qu'on a vont se rappeler à nous et marquer notre histoire personnelle. Ça va être pareil pour le héros. Un héros égoïste va lâcher ses compagnons à un moment donné. Il ne va pas tenir ses engagements. Les gens vont se détourner de lui. Ses défauts impacteront ce qui lui arrive et lui traceront une aventure différente qu'un autre personnage dont le défaut sera au contraire son trop grand sens du sacrifice. Mon conseil, c'est de pousser à l'extrême certains défauts de vos personnages pour les forcer à s'exprimer, car on a tous au moins un gros défaut qui impacte notre vie. Ça n'empêche pas d'être dans la nuance ensuite. Cet égoïsme peut dépendre des situations, des gens. Mais un personnage qui est juste un peu égoïste, un peu timide, un peu maladroit, ne va jamais avoir de vrais soucis à cause de ça. Et surtout, s'il évolue à ce sujet, ça ne va pas nous marquer tant que ça. Un petit timide qui évolue, c'est moins impressionnant qu'un grand timide qui va évoluer, car la marge de progression est beaucoup plus réduite. Mon 6e point va concerner les dialogues interminables et surtout vides. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas atteint de ce mal, mais restez avec moi encore 2 minutes. Un dialogue, c'est génial pour donner du rythme à une scène. Bien sûr, ça fait vivre les personnages, permet d'amener des informations, de la tension, mais ça donne aussi du rythme. Sauf que plus on étire le dialogue, plus ce rythme se dilue, forcément. On connaît tous l'histoire du petit bout de beurre qu'on étale sur une grande tartine. Et bien sûr, plus l'échange semble anecdotique, plus ça accentue cette perte de rythme. Et en plus, ça enlève de la caractérisation de vos personnages, car leur caractère se dilue lui aussi au milieu du blabla. Les dialogues, c'est facile à écrire. Les dialogues réussis, c'est très difficile. S'assurer d'être pertinent, efficace, fidèle au personnage tout en gardant le rythme d'une scène, ce sont des paramètres qu'on va prendre en compte uniquement à la réécriture. J'avais sorti une vidéo sur les erreurs à éviter dans les dialogues. Allez la voir, vous comprendrez pourquoi on évite les réponses avec oui-non, comment transformer un dialogue plan-plan en échange passionnant et plein d'autres. Allez-y, mais après cette vidéo. Mon dernier point, les scènes explicatives ou de transition. En gros, les scènes qui servent à rien, vous le dites vous-même, c'est juste que vos personnages viennent de vivre une grosse scène, qu'ensuite ils vont repartir pour une autre, mais au milieu, il y a ce moment de blanc où ils font pas grand-chose. Parfois, on va retrouver un dialogue pas hyper utile ou des informations apportées de la façon la moins intéressante du monde. C'est vraiment parce qu'on savait pas quoi mettre ici, donc on a mis ça. Mais voilà, c'est un genre d'intercalaire dans le livre. Pas fan de l'idée personnellement. Et à la relecture, je pense que vous le serez pas non plus. Quand vous allez relire ce passage, vous allez vous dire ouais, il manque un truc, on s'ennuie un peu, et c'est le cas. Une scène a forcément des enjeux,
enjeux, des conflits, en gros quelque chose de vraiment vivant à l'intérieur. L'histoire n'est jamais mise sur pause. Le tempo peut ralentir, on peut avoir un personnage qui ne fait pas forcément d'action, mais va se replier sur ses pensées. Pourtant, quelque chose sera en jeu, quelque chose se confrontera à lui et quelque chose aura avancé au final. Pensez double objectif de la scène. J'ai besoin que mon personnage se repose ou voyage, ok. Mais est-ce que je ne pourrais pas apporter quelque chose en plus? Quelque chose qui va se confronter au héros et le faire avancer d'une certaine manière. On va s'arrêter là pour les conseils. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Writership, ma boutique pour écrivains, afin de découvrir le livret J'écris mon premier roman. Moi je vous dis à la semaine prochaine, écrivez bien, bye!